J'ai toujours eu un rapport à la philosophie très classique. J'ai commencé par la philosophie politique, puis les philosophes des Lumières, suivi de près par les matérialistes critiques, etc., etc. Mais aujourd'hui, je pense que mon rapport à la philosophie a changé. Je pourrais résumer ça en une phrase. Avant, je pensais que la philosophie servait à résoudre des problèmes, à comprendre ou à tenter de déchiffrer le monde. Aujourd'hui, j'aime qu'elle m'aide à trouver de nouvelles questions, des interrogations qui résonnent en remplissant mon esprit et mon corps. La philosophie n'est plus pour moi une manière de résoudre des problèmes dans ma vie quotidienne, mais davantage un flux continu d'échos et de questionnements qui n'appellent pas nécessairement de réponses, mais qui me font, petit à petit, avancer vers je ne sais pas trop quoi. Ce voyage, c'est celui que j'essaie de vous proposer, semaine après semaine, mois après mois, et j'espère, année après année, à l'ombre de ce dolmen autour duquel vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous remercie pour ça. Aujourd'hui, je suis arrivé à un point de passage dans ce petit voyage intérieur. Si je veux ouvrir la prochaine porte, il va falloir que je laisse de côté une vieille amie, quelque temps. Ma raison. Cet épisode marque le début d'un cycle qui va nous emmener explorer les terres embrumées de la perception, de l'imaginaire au rêve, en passant par l'altération des sens, de Merleau-Ponty aux visions hallucinatoires d'auteurs et d'artistes divers, en passant par l'idéal grec de la contemplation. Nous partons découvrir différents niveaux de réalité métaphysique, sensorielle et psychique. Car après tout, voilà ce qui compte. Étendre notre perception, ouvrir de nouvelles portes, désarçonner nos esprits, les perturber dans leur train-train quotidien, les faire douter, les faire s'émerveiller, les rendre vigilants et scrutateurs, devenir des chasseurs. C'est ce que je vous propose dans ce nouveau cycle. Une philosophie de la perception. Nous partons à la recherche d'auteurs et d'ouvrages qui traitent, de près ou de loin, de cette possibilité enivrante. Voir plus, voir mieux, voir l'invisible, développer nos sens. Nous étudierons les comment, les pourquoi. Je me prêterai au jeu, soumettrai mon corps et mon esprit aux recommandations, parfois étranges, de certains auteurs, et vous ferai mes petits comptes rendus personnels dans ce cycle. Lançons-nous, sans plus attendre, dans le premier épisode de cette série dédiée à une philosophie de la perception. Bienvenue au Dolmen. La philosophie de la perception est un courant très riche. Elle comprend de nombreuses branches très diverses, mais une en particulier va nous intéresser. Le courant que l'on appelle anti-réaliste, et plus particulièrement la branche dite phénoméniste. Celle-ci trouve son origine au début du XVIIIe siècle, dans les écrits du philosophe et évêque irlandais George Berkeley. En quelques mots, la philosophie phénoméniste est une des premières à poser cette intuition fondamentale pour notre voyage. Le monde n'existe pas. Il n'existe que par la perception de nos sens. Pour les phénoménistes, il n'existe pas de monde en soi. Pour eux, le monde n'est pas construit de manière classique, avec d'un côté le réel et de l'autre nos sens qui le captent et nous le transmettent. Mais au contraire, ces deux entités ne font qu'une. Tout ce qui existe en tant que phénomène. Le monde n'est que l'expérience que nos sens en font. Plus encore, nos sens créent le monde. Le monde n'existe que par l'expérience sensorielle que nous en faisons. On peut trouver cette thèse alambiquée. Et pourtant, il n'en reste pas moins
que tout ce que nous captons du monde vient effectivement de nos sens. Sans eux, rien ne nous permettrait d'affirmer seulement que le monde existe. Pour cette école de pensée, il n'existe donc rien de tel qu'une illusion. Tout ce que nous captons par nos sens constitue une certaine forme de réalité, quelle qu'elle soit. Aussi, le phénoméniste remet complètement en cause l'idée même de réalité, qui devient de fait absolument multiple et changeante. Si je regarde un objet, je fais exister l'objet. Mais si je le regarde d'une manière légèrement différente, je le fais par là même exister, mais légèrement différemment. De même, le rêve, l'hallucination, l'imagination ou l'illusion ne sont pas de simples mauvaises perceptions de la réalité, mais constituent donc des réalités alternatives bien distinctes. Si je vous parle de ce courant de pensée, c'est qu'il va nous servir de base pour notre voyage à travers la perception. Si nos sens créent et organisent ce que nous considérons comme le réel, alors une gigantesque porte s'ouvre. Modifier la réalité. Comprenez-moi bien. Si la réalité n'est pas quelque chose de fixe, mais un paysage changeant que nous faisons exister malgré nous, alors il devient possible de la manier, d'en percevoir plus ou même de la percevoir légèrement différemment. Le philosophe Nelson Goodman a cette formule. L'œil saisit et fabrique plutôt qu'il ne reflète. Autrement dit, en entraînant nos yeux, nos sens, nos esprits, nous pourrions parvenir à voir et à sentir de nouvelles choses, à enrichir l'expérience que nous faisons de notre supposé réel. En vérité, nous savons déjà ces choses. Quand on y réfléchit quelques instants, cette affirmation n'a rien d'abracabrantesque. La littérature scientifique abonde concernant l'hypertrophie des sens restant chez les personnes privées d'un ou plusieurs de ceux-ci. Mais même sans aller jusque-là, l'oreille d'un musicien de haut niveau capte des harmonies et des vibrations rythmiques qui, à nous, simples néophytes, nous sont complètement étrangères. Les yeux d'un peintre ou d'un photographe, en se baladant en ville, perçoivent des agencements de couleurs ou des compositions spécifiques qui ne nous traversent même pas l'esprit. Leur réalité sensorielle est différente de la nôtre. À notre échelle subjective, et même sans le moindre entraînement, nos sens ne construisent pas exactement la même réalité. Pour nous en convaincre, il suffit de nous rendre compte de notre aptitude, ou non, à ressentir des moments d'extase, que ce soit par la musique, par l'effort sportif, par le toucher, par la contemplation. Nous sommes, là-dessus, tous extrêmement différents. Notre construction du réel est certes suffisamment semblable pour que nous puissions passer outre et faire comme si nous captions tous la même réalité. Mais en vérité, nos réalités sont souvent imperceptiblement différentes. Et cet imperceptiblement suffit à valider l'hypothèse perceptive. Nous ne vivons pas tous exactement dans le même monde. Quand Goodman parle de l'œil qui fait exister plutôt qu'il ne reflète, il veut en réalité dire que nos sens forment ce que nous prenons pour le réel à partir d'une nuée de filtres qui nous sont propres. Nos croyances, nos préférences, nos certitudes, nos aptitudes aux sensibles. C'est ce qui explique que certains soient touchés par un objet d'art et d'autres non, que certains sentent la musique dans leur corps et d'autres non, et même que quelques individus parviennent à voir et à sentir des choses que le reste du monde semble leur envier amèrement. Mais alors, que se passerait-il si nous parvenions à diminuer petit à petit ces filtres sur nos sens? Pourrions-nous accéder à une construction différente du réel, percevoir l'invisible, enrichir notre réalité? C'est tout le pari des courants de contre-culture New Age du milieu des années 60.
courant dont fait partie le premier ouvrage, sur lequel nous allons nous arrêter dans ce voyage. Vous connaissez peut-être ce petit livre, vous l'avez même peut-être lu il y a quelques années. Le voyage à Ixtan, les leçons de Don Juan. Il s'agit d'un rapport d'anthropologie réalisé au début des années 70 par l'anthropologue Carlos Castaneda. On peut y lire de manière très romancée les comptes rendus du jeune chercheur qui se rend au Mexique pour rencontrer un sorcier indien yaqui, dans le but de documenter son rapport aux plantes psychotropes. Très rapidement, le récit s'éloigne de cette question et nous entrons dans la relation initiatique entre deux conceptions du monde. Celle du jeune chercheur rationnel et très occidentalisé tentant de résister face aux enseignements du vieux sage, qui tente de lui enseigner à voir l'invisible, à ressentir cette mystique de ce qu'il nomme le pouvoir. Si j'ai choisi ce petit livre pour commencer ce cycle, c'est qu'il offre un bon aperçu du travail de déconditionnement qu'il nous faudra réaliser sur ce chemin de la perception. Si beaucoup de commentateurs l'ont lu comme un mauvais roman ou un petit traité mystique sans importance et sans grandes implications, je pense qu'il faut le lire différemment, comme un conte philosophique qui nous invite à questionner nos croyances et ce que nous considérons comme la réalité. Dans les années qui ont suivi sa publication, a pris place une polémique d'ampleur concernant le caractère réel de ce que Carlos Castaneda décrit, et même sur l'existence de Don Juan, le sorcier indien dont il relate les enseignements. Mais voilà où tout devient intéressant. Et alors, c'est tout le génie de ce livre. Il nous pousse à brûler ces interrogations qui très vite arrivent sur nos lèvres. Pourquoi ? Comment ? Est-ce véridique ? Comment cette histoire peut-elle seulement être réelle ? Tout cela n'a pas d'importance. Le livre débute par une série de principes qui, d'un point de vue philosophique, rejoignent ce que nous disions précédemment sur notre rapport à la création du réel et à la nécessité de tenter de nous ôter des filtres qui, malgré nous, conditionnent notre rapport au réel. Il faut commencer par effacer le monde. Pour le vieux sorcier, le monde que nous connaissons n'est que le fruit d'une description qui nous a été donnée dès notre plus jeune âge, une série d'interprétations que nous admettons calmement et sans rechigner. Les premiers mouvements de son enseignement visent donc à interrompre le flot continuel des interprétations du monde que nous faisons, à arrêter le monde. Il faut parvenir à créer une brèche dans nos certitudes dogmatiques, mettre en doute la stabilité de nos perceptions du monde. Il faut accepter que notre réalité du monde doivent être remises en question, ce qui, du moins me concernant, est loin d'être une tâche facile. S'il s'agit d'un processus très long d'introspection, je vais tout de même m'attarder sur 3 des 17 chapitres du livre que j'ai personnellement jugés particulièrement pertinents. Effacer notre propre histoire, perdre sa propre importance et changer notre rapport à la mort. Effacer sa propre histoire, donc, pour commencer. Le premier filtre qui freine un développement de notre perception tient à l'histoire que nous nous racontons et que le monde nous raconte sur nous-mêmes. Cette histoire personnelle nous oblige à rendre des comptes à nos amis, à notre famille, à nos connaissances, bref, au monde, en permanence. Pour Don Juan, cette histoire nous alourdit profondément. Elle nous cloue et nous fige dans notre réalité actuelle et nous y ramène sans cesse. Le monde nous questionne, veut nous saisir, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous ? S'il nous questionne, c'est aussi pour nous rappeler sans cesse
que nous nous devons d'assumer une histoire. Le monde veut nous saisir, nous catégoriser, nous prévoir. Le sorcier Yaki, au contraire, nous recommande de construire autour de nous un épais brouillard, d'effacer notre propre histoire, que personne ne sache trop quoi penser de nous. En quelques mots, d'offrir notre existence au royaume de l'incertain. S'adressant à Castaneda, l'anthropologue venu l'interroger, il déclare « Actuellement, ton problème réside en ce que tu es trop réel. Tes entreprises sont trop réelles, tes humeurs sont trop réelles. Ne prends absolument rien comme allant de soi. Il faut que tu commences par t'effacer toi-même. » Se présenter, c'est faner et mourir doucement. Plus le monde nous saisit, nous connaît, plus nous sommes évidents, plus nous allons de soi, et donc plus nous sommes profondément réels. Cette incarnation de nous-mêmes dans le monde va contre la logique du mystère, que nécessite l'ouverture à de nouvelles formes de perception. Le vieux sage va jusqu'à nous conseiller de nous écarter brutalement de ceux qui nous connaissent le mieux, car ils constituent des freins puissants à notre développement perceptif. Ils nous rendent trop réels. Perdre sa propre histoire est, d'un point de vue philosophique, un premier décentrement. C'est accepter de réduire légèrement l'influence du filtre de notre identité sur ce que nous nous autorisons à percevoir. Car oui, si nos sens filtrent le monde, ce n'est pas simplement par habitude, mais avant tout pour nous protéger. Percevoir n'est pas nécessairement une bénédiction. Les artistes tristes, la folie des peintres et l'agonie des poètes, ainsi que la solitude des sages, en témoignent. Nous devons toujours garder ça à l'esprit. Percevoir davantage est une épreuve, aussi bien pour nos raisons que pour nos statures. Mais quoi qu'il en soit, s'entourer de brouillard n'est pas suffisant. Il nous faut aller plus loin. La réalité que forment nos sens est foncièrement liée à l'immense importance que nous nous faisons de nous-mêmes. Ce primat du moi sur le monde constitue un second frein puissant à l'ouverture de nos systèmes perceptifs. Par principe, nous rejetons ce qui ne vient pas de nous. Nous sommes contrariés lorsque les choses ne vont pas dans notre sens. Et pourtant, il nous faut perdre notre propre importance. Don Juan glisse à l'oreille de Castaneda. Aussi longtemps que tu croiras que tu es la chose la plus importante de ce monde, tu ne pourras pas réellement apprécier le monde qui t'entoure. Si ce principe peut paraître assez éthéré, il s'incarne pourtant parfaitement dans plusieurs situations quotidiennes où nous parvenons à nous oublier quelques instants, et pas toujours pour les bonnes raisons, dans la création artistique et même pourquoi pas dans l'ivresse. Nous connaissons cette sensation d'oubli de soi, et elle doit devenir une compétence que nous cultivons. Le vieil Indien liste plusieurs exercices pratiques pour perdre notre propre importance, dont un qui va sûrement vous paraître étrange, mais que j'expliciterai juste après. Parlez aux plantes. Arrêtez-vous et racontez tout ce qui peut bien vous passer par la tête au premier arbre ou à la première plante venue. Dans cet acte, qui peut paraître insensé aux yeux du néophyte, vous réalisez pourtant l'acte ultime de la perte d'importance de soi. Vous vous abaissez à considérer comme votre semblable ces éléments que vous négligez habituellement, devant lesquels vous passez comme l'on passe devant un décor de théâtre inanimé. Dans ma perception du monde, un arbre, au fond, est un décor, pouvant me paraître agréable et à sa place, mais il n'en reste pas moins un décor. En me forçant à le considérer comme un animé à qui je m'adresse, quelque chose se passe,
quelque chose de l'ordre de la poésie, mais pas que. Il n'est pas question de savoir si cela sert ou non à quelque chose, si la plante me comprend ou quelconque autre question inutile qui n'ont pas leur place ici. Cette action est du domaine du perceptif. Ce changement de perspective est tout à fait ce que nous recherchons. Considérer ce que nous interprétons comme la réalité sous un angle différent, pour tester, voir si cet angle peut provoquer en nous quelconque nouvelle sensation. Enfin, nous arrivons au troisième et dernier conseil dont j'ai choisi de vous parler, pour définitivement effacer le monde que nous connaissons. Il nous faut interroger notre rapport à la mort, et spécifiquement à notre propre mort. Je m'explique. Plutôt que de considérer la vision occidentale de la mort comme un spectre qui un jour finira par nous prendre, nous devrions retourner notre perception de celle-ci et la voir comme un compagnon qui, en ce moment même et pour l'instant, ne nous a toujours pas touchés. La mort ne devrait pas être un lointain spectre que l'on craint, mais une présence toujours assise à côté de nous, à nous observer paisiblement agir. Notre mort doit devenir une amie qui nous poursuit sans relâche, mais qui, alors qu'elle pourrait faire de chaque instant notre dernier, ne nous a pour l'instant pas encore effleurés. Nous savons tous que la mort nous traque, et pourtant, pour Don Juan, nous agissons, en grande partie, comme si nous étions immortels. En ayant à l'esprit cette proximité permanente de notre mort, nous nous mettons à agir différemment. Les nombreuses niaiseries humaines, les complications émotionnelles de bas étage passent à la trappe, car nous n'avons simplement pas le temps. La perception psychique de notre mort change profondément notre rapport aux affects du quotidien et à nos tracas. Elle les relativise brutalement et souvent pour le meilleur. Elle nous rend moins à même de nous appesantir sur l'inutile et nous recentre sur l'essentiel. Aucun de nous n'a de temps pour les pensées basses et nerveuses. Notre mort peut nous toucher. Elle n'est qu'à un bras de distance, toujours. Entraînez-vous à percevoir cette présence dans le train de nuit sur la place à côté de vous, chaque matin au café, assise à vos côtés, lors de vos joies, de vos peines, toujours, elle vous regarde agir. Chacune de ces 3 recommandations agit sur des domaines perceptifs différents. La première nous invite à nous oublier. La seconde à regarder avec une importance croissante ce que nous considérons comme allant de soi. Et la troisième à questionner l'image des objets mentaux qui nous entourent et qui depuis toujours nous accompagnent. L'idée consiste à réussir à déplacer l'ensemble de ces curseurs et à documenter ce que cela change sur notre manière de concevoir la réalité. Vous seriez surpris de constater à quel point la simple idée de la présence perpétuelle de la mort peut agir significativement sur nos humeurs et sur notre conception d'un tas de situations. Maintenant, imaginez les possibilités infinies concernant la modification de la perception sur d'autres objets, le rêve, l'imagination, les signes du monde, le hasard, le sort ou la chance. Ces 3 conseils constituent de simples points de départ méditatifs qui nous amèneront par la suite vers autre chose, mais dont l'expérience reste avant tout profondément individuelle. Si vous voulez découvrir l'ensemble du récit de Castaneda, le lien du livre est en description. Ces 3 premiers enseignements ne visent qu'à une chose,
se décentrer, retirer les filtres, voir l'habituel sous un jour nouveau, regarder en biais, accepter de reconsidérer, de brûler ce que nous tenons pour évident, au profit de ce qui nous paraît idiot, inutile et insensé. Notre œil fabrique. Commençons donc par lui permettre de fabriquer un peu moins uniformément, par rajouter un peu d'aléatoire dans la manière dont il construit notre réalité. Peut-être y trouverons-nous de nouvelles choses, ou peut-être pas, nous verrons bien. Mais ce qui est certain, c'est que nous aurons besoin de souvent revenir à ces 3 enseignements, quand nous devrons par la suite explorer le rêve, l'imaginaire, les altérations de l'esprit et l'ensemble des réalités perceptives que nous nous devons d'interroger avec nos petits outils philosophiques. Le monde est un endroit beaucoup plus mystérieux et riche que ce que nos sens nous en renvoient. Qu'ils le créent ou le décodent, importe peu au fond. Tout raisonnement philosophique un minimum sérieux nous amène très vite à la frontière du rationnel. Et à bien y regarder, je ne peux m'empêcher de trouver la possibilité d'augmenter ma perception du réel en découvrant d'autres couches de réalité bien moins irrationnelles que l'idée même de la vie ou de la conscience de soi. Alors, passons derrière la frontière de la raison et explorons, le temps d'un cycle, les drôles combinaisons de la perception qu'ont exploré de grands esprits avant nous, de la Grèce antique jusqu'aux poètes maudits, en passant par d'étranges auteurs méconnus. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Le prochain épisode de cette série portera sur la perception dans l'esprit des Grecs antiques, leur vision du rêve, de la contemplation, et nous y trouverons des liens avec les premières briques philosophiques que j'ai tenté de poser aujourd'hui. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode selon là où vous le regardez, sur Spotify ou sur YouTube. Également, je vous invite à vous abonner à mon Instagram que vous trouverez en description. L'illustration de fond de cet épisode a été réalisée par Oscour Artwork, dont l'Instagram est également en description comme à chaque fois. Si vous souhaitez vous procurer le livre de Carlos Castaneda, je vous ai mis en description un lien. Ne vous attendez pas à un traité d'anthropologie détaillé, mais plutôt à un petit roman sous forme d'entretien anthropologique à tendance mystique, mais qui contient tout de même certains enseignements qui peuvent, je pense, vous intéresser. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.